Je vous remercie de votre présence ce soir pour cette conférence inaugurale de Michael Guilloud, qui est architecte et chercheur spécialisé dans le champ du réemploi, de l'écologie et de l'architecture. Il est membre actif du collectif bruxellois Rotor depuis 2008. C'est un collectif qui s'attache à expérimenter de nouveaux modèles économiques concernant le réemploi des matériaux issus du bâtiment. Ce collectif a été créé en 2005 en réaction au gaspillage de matériaux peu, voire pas du tout recyclés dans le domaine de la construction. Il s'agissait aussi de réunir autour de cette problématique des compétences diverses comme des architectes, des économistes, des ingénieurs, des juristes pour développer une vision pluridisciplinaire autour de cette question. Selon l'Ordre des architectes et l'ADEME, le secteur du bâtiment est à la fois le plus gros consommateur de ressources en France et le plus gros producteur de déchets, avec plus des 2/3 des déchets générés chaque année. Le secteur produit ainsi 227 millions de tonnes de déchets, dont 37 millions seraient encore viables. Donc on voit avec ces quelques chiffres combien la question du réemploi est prégnante aujourd'hui. Dans le collectif Rotor, Michael a notamment piloté le projet européen Interreg, FCRBE, qui vise à favoriser le recours à l'économie circulaire dans la construction dans le nord de l'Europe. Pour ce faire, 36 fiches pratiques de matériaux facilement réemployables ont été éditées pour accompagner par exemple les architectes dans leur démarche de conception. En parallèle, Michael appartient à plusieurs comités d'accompagnement de doctorat en Europe et il a lui-même achevé sa thèse en 2014 qui s'intitule « Le concepteur et les matériaux de construction », éléments de réflexion pour une reconfiguration des circuits de l'économie matérielle par les pratiques architecturales contemporaines. Il a enseigné quelques années à la faculté d'architecture de l'Université libre de Bruxelles et a édité le livre « Déconstruction et réemploi » aux presses de l'EPFL en 2018. C'est un livre qui dresse un état des lieux du réemploi des matériaux de construction en abordant sa dimension historique ainsi que les perspectives économiques envisageables. Michael a aussi assisté de nombreuses maîtrises d'ouvrage et décideurs politiques à développer des stratégies de réemploi. Il est régulièrement invité pour des conférences dans des écoles d'architecture, des événements professionnels et des institutions culturelles. Aujourd'hui, sa conférence va nous apporter un éclairage sur quelques projets de Rotor, à travers lesquels le collectif cherche à repenser certains éléments qui déterminent l'économie de la construction en général et la pratique de l'architecture en particulier. Nous l'avons invité à nous partager notamment son expérience sur la notion de normes techniques, c'est-à-dire sur la façon dont le réemploi oblige à interroger la confiance portée à certains matériaux et à leur mise en œuvre. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là et de découvrir votre école. Merci également pour l'introduction qui a déjà dévoilé une partie de la conférence, donc ça va pouvoir aller plus vite. Donc effectivement, moi j'ai eu la chance de rencontrer votre actuel directeur, donc Pablo Loas, qui était à l'époque enseignant à ce qui était la Cambre, en fait, où moi j'ai étudié. Et puis, au cours de mon doctorat et de mes quelques années d'enseignement, on a travaillé ensemble. Et donc, ça m'a un tout petit peu étonné quand il m'a appelé avec la demande explicite de parler de la question de la norme, qui n'est pas le sujet le plus attrayant, ce n'est pas le sujet le plus facile à illustrer. Dans la présentation, accrochez-vous, mais je vois que vous êtes déjà bien, vous avez tous de quoi boire, vous avez pris de quoi manger, donc on va essayer de le rendre le plus pertinent possible. Et puis vous allez voir, je vais essayer de placer ça quand même en perspective avec ce qu'on essaye de faire de manière un petit peu plus générale chez Rotor. Donc, comme ça a été mentionné, Rotor, en fait, c'est une entité qui est un petit peu nébuleuse parce qu'en réalité, il y a deux structures distinctes qui se cachent derrière Rotor. On a d'un côté une association, de l'autre une société coopérative. Alors, de fait, l'association, c'est la structure la plus ancienne qui occupe aujourd'hui une quinzaine de personnes.
physique, on n'est pas tous à temps plein, donc en volume d'emploi, c'est un petit peu plus bas que ça. Et vous allez voir, on fait des projets un petit peu dans toutes les directions possibles. Et puis, on a senti le besoin, j'en reparlerai un petit peu plus tard, plus en détail, à un moment donné, de créer une structure distincte avec une autre forme juridique. En l'occurrence, c'est une société coopérative qui s'appelle Rotor DC. Donc, il y a toujours un peu une confusion. Est-ce que Rotor DC, Rotor des constructions? Mais le fait est qu'on travaille au même endroit, on travaille assez proche avec des horizons semblables, mais des méthodes un petit peu différentes. Donc là où Rotor DC a un modèle un tout petit peu plus entrepreneurial et tourné vraiment sur la récupération des matériaux. Donc c'est du travail, tout ce qui touche aux matériaux directement, c'est plutôt chez Rotor DC que ça se passe. Démontage, stockage, nettoyage, conditionnement, revente, service après-vente. Et puis à l'association, on va dire que ça attaque la question de manière un tout petit peu plus théorique à travers des projets où on accompagne des maîtrises d'ouvrage ou des architectes pour rendre ça possible dans leurs projets. On a nous-mêmes une pratique de design, mais on n'est pas architecte. J'en discutais avec Claude tout à l'heure avant d'arriver. C'est peut-être une sorte de malentendu. Rotor n'est pas un bureau d'architecte à proprement parler, bien qu'on ait des choses à dire sur l'architecture, qu'on travaille régulièrement en collaboration avec des architectes, mais on n'est pas une agence reconnue, par exemple, par l'Ordre des architectes. Puis on participe aussi au débat autour de l'architecture, ça c'est très clair, à travers des expositions, des publications, pas mal de formations, et on fait aussi des projets de recherche. Je vais vous en montrer quelques résultats ce soir. Alors aussi important peut-être de souligner que derrière Rotor se cachent aussi beaucoup de personnes. Vous voyez un petit peu là une sorte de croissance démographique d'année en année. Il y a aussi pas mal de renouvellement, beaucoup de gens qui passent chez Rotor et puis qui vaquent à d'autres occupations. Mais la structure, disons, assure une sorte de pérennité là-dedans. Alors, si vous me permettez, je voudrais commencer par un petit flashback dans l'histoire pour essayer aussi de donner une sorte de profondeur historique à ce qu'on essaye de faire aujourd'hui et peut-être un tout petit peu déconstruire cette idée que le réemploi serait une pratique innovante. Alors, c'est une pratique qui est d'actualité, ça c'est sûr, mais innovante, c'est à voir. Alors, permettez-moi de remonter 24 ans dans le temps pour vous montrer une image qui est un petit peu le cas d'étude archi-classique de ce qu'on imagine par une démolition, disons, dans la seconde moitié du XXe siècle. Ici, alors c'est un bâtiment assez spectaculaire, ce dôme en béton qui a été tout simplement dynamité. Et donc, évidemment, ce qui en ressort, c'est du gravat qu'il s'agit d'évacuer le plus vite possible. Et donc, quelque part, ce qui est consubstantiel à ce type de démolition-là, c'est la production de ce type de gravat, dont la voie de gestion la plus courante consistait le plus souvent à aller la jeter dans le trou le plus proche, parfois dans une rivière, dans un océan, ou ici, on le voit dans une décharge aux USA. Alors, c'est des exemples qui viennent des USA, mais ce n'était pas très, très différent en Europe, bien évidemment. Alors aujourd'hui, évidemment, la démolition n'est plus tout à fait comme ça. On est sur des pratiques un petit peu plus nuancées. On procède souvent à ce qu'on appelle dans le jargon du stripping, donc de l'effeuillage des bâtiments. Donc en général, c'est une sorte de curage où on enlève tout ce qui concerne les finitions intérieures pour essayer d'obtenir une structure nue, souvent en béton ou avec des matériaux inertes, de la maçonnerie, éventuellement des pierres qui peuvent s'y joindre. Et l'idée, c'est qu'on peut recycler cette structure-là. Alors ça, c'est ce qu'on voit, c'est le résultat du strip out, donc de ce curage, ce type de tas de décombres qui en général finissent dans les incinérateurs aujourd'hui pour les brûler, pour récupérer un peu d'énergie. Vous voyez ici le type de travail qui est généré aussi par ce type de déchets. Donc ça, c'est un centre de collecte et qui fait un léger tri, sorte d'écrémage, on pourrait dire. Donc ça va très très vite. C'est très low-tech, comme vous le voyez. Donc c'est au sol, des hommes qui, en l'occurrence, c'est tous des hommes ici qui trient les quelques morceaux un peu valables. Ils essaient de sortir le bois qui va être plutôt pour l'incinérateur. Et puis le reste va finir, ce qui ne brûle pas très bien, en général finit toujours en décharge. Et puis ce qu'on fait avec l'ossature, donc une fois qu'on l'a démolie, qui est en général en principe pas, on va dire, pollué avec des autres fractions de matériaux. Donc tout le bois, le plastique, l'acier, etc. a été sorti. Et cette fraction inerte, elle est recyclée. Et qu'est-ce qu'on fait de ce recyclat? En fait, c'est du granulat. C'est essentiellement un matériau de remplissage. C'est un matériau qui va servir pour des travaux de fondation, pour des sous-couches routières. Dans une faible proportion, certains types de béton concassés peuvent être réemployés pour la production de nouveaux bétons, donc réinjectés dans la production du béton, mais souvent sur des taux assez bas, on parle de 15-20% au mieux, parce que leurs caractéristiques sont quand même un petit peu différentes d'un granulat en pierre naturelle.
Alors, vous voyez ici le concassage de ces débris. C'est intéressant de montrer qu'en fait, l'industrie du recyclage dans nos régions, en Belgique, mais dans le nord de la France, c'est assez vrai aussi. En fait, il y a une sorte de correspondance historique avec la fermeture des industries minières et le démarrage de l'activité du recyclage. Et en fait, ce n'est pas étonnant parce que c'est un peu les mêmes machines. Donc, vous voyez à gauche un concasseur à mâchoire tel qu'il a été mis au point dans la seconde moitié du 19e pour l'industrie minière, pour travailler ce qu'on extrayait des mines ou des carrières. Et puis, vous voyez que c'est toujours ces mêmes concasseurs à mâchoire qui sont utilisés aujourd'hui dans les chaînes de recyclage pour produire le fameux granulat. Alors, ce granulat, eh bien, comme vous l'imaginez bien, il perd pas mal de sa valeur d'usage une fois qu'on l'a broyé. Donc, on avait une ossature de bâtiment qui avait une fonction portante, etc., et puis qui se retrouve à au mieux servir de remplissage. Et puis, on voit qu'il y a aussi une perte économique. Aujourd'hui, alors, ici, j'ai pris l'exemple le plus défavorable pour l'industrie du recyclage. Je suis un petit peu biaisé. J'ai pris un granulat recyclé mixte, donc il n'est pas très, très bien trié et il a des dimensions très variables. Mais ça, en fait, ça n'a pas beaucoup de valeur. Vous voyez, à un moment donné, en Belgique, c'était 0 € la tonne. Pourquoi? Parce qu'on démolit un petit peu plus de bâtiments, qu'on a besoin de ce matériau. Donc, quelque part, l'offre excède la demande et donc ça se traduit automatiquement par des prix très, très bas. Et puis, si on avait gardé certains éléments là-dedans, le carrelage en céramique ou les briques dont on voit les fragments, certains éléments en pierre naturelle, ça, c'est des éléments qui ont une valeur d'usage évidemment beaucoup plus haute et une valeur économique potentiellement plus haute aussi. Et ça, pour nous, c'est un petit peu la différence entre ce qui relève du monde du recyclage et ce qui relève du monde du réemploi. Alors, la frontière n'est pas toujours simple à tracer, mais grosso modo, ça donne une bonne image. Alors, si on remonte encore plus dans le temps, c'est logique de réemploi, en fait, de récupération des éléments le plus intacts possible pour les réemployer ou les réutiliser dans des nouveaux ouvrages. C'était assez bien la norme. Donc ici, on a retrouvé un petit extrait d'un cahier des charges au tout début du 18e. C'est pour la rénovation d'une église dans la région de Chimay, donc c'est pas très très loin, la frontière belgo-française. Et là, on voit que la maîtrise d'ouvrage ici, donc probablement la fabrique d'église, demande à l'entreprise de récupérer les pierres de taille et détermine dans le cahier des charges comment procéder au démontage en faisant par exemple tomber ces pierres sur du sable pour éviter de les abîmer, de les casser. Et puis on voit aussi une petite question qui va nous revenir plus tard. Dans la dernière ligne, on voit donc elle doit transporter ces pierres à l'endroit qu'on lui indiquera et les arranger proprement pour les reprendre, autrement dit pour les réemployer, si elles sont convenables en conformité du plan. Donc tout ce qui peut resservir dans la nouvelle rénovation va être réemployé, mais il y a cette petite clause si elles sont convenables. Et à l'époque, en 1, 2, 3, 4 mots, on cadrait la question de la qualité des pierres, c'était laissé à l'appréciation de l'entreprise. Alors ici, je vous épargne la longue lecture, mais c'est un traité d'architecture aussi, plutôt deuxième moitié du 18e, Pierre Pat, qui explique en détail, c'est vraiment un vademecum qu'on pourrait traduire. Alors il faut peut-être tout petit peu adapter le langage parce que la langue a un petit peu évolué, mais grosso modo, c'est le genre de prescription que nous on fait à des maîtrises d'ouvrage aujourd'hui pour comment est-ce qu'on quantifie les matériaux qui sont récupérables, comment est-ce qu'on négocie avec l'entreprise pour savoir qui va en tirer des bénéfices, est-ce que c'est un surcoût, est-ce que c'est une économie, etc. Tout ça est décrit dans ce traité de l'époque. Alors aussi intéressant de mentionner, on est là un peu plus tard à Bruxelles, fin du 18e, quand des autorités publiques doivent procéder à des démolitions, parce qu'évidemment ça arrive, là ici en l'occurrence c'est un grand projet de développement urbain, donc ça va être un des quartiers néoclassiques de Bruxelles, sur les anciennes installations du palais ducal, donc là où Charles Quint notamment vivait pendant un moment. Bâtiment qui a brûlé, donc c'est une espèce de ruine qui pendant des décennies traîne dans Bruxelles et puis à un moment donné les autorités publiques décident d'y mettre bon ordre. Et comment est-ce qu'elles procèdent? Elles placardent un petit peu partout dans la ville ces petites affichettes que vous voyez à l'écran qui annoncent une vente publique des matériaux. Donc là vous voyez par exemple des portes, des châssis, des volets, des jalousies, des escaliers, des bois de charpente, etc. Le tout provenant d'une dépendance de ces... Donc on invite les gens à venir à telle heure, à tel endroit et en fait c'est une sorte de vente aux enchères. Donc les autorités publiques mettent ces lots à vendre et les offrent au mieux offrant, comme on disait à l'époque, donc à la personne, à l'organisation qui remettra le prix le plus intéressant. Donc autrement dit, la démolition est une source de revenus pour les maîtrises d'ouvrage. En fait, elles se font de l'argent sur la revente des matériaux qui sont rachetés par les entrepreneurs ou par des artisans ou par des particuliers particulières. Autre exemple, la cathédrale de Liège.
le plus grand édifice gothique d'Europe jusqu'à la Révolution française. Alors Liège, c'était une entité qui était dirigée, gouvernée par un prince-évêque, donc c'était double peine. On avait le clergé mêlé à la noblesse, donc ils ont vraiment morflé pendant la Révolution française. Ça s'est traduit par le saccage de la cathédrale. Tout le toit en plomb a été récupéré par les révolutionnaires pour faire des munitions, pour faire des balles. Et la partie pierreuse est restée une sorte de carrière à ciel ouvert dans la ville. Et puis on voit sur cette peinture, au tout début du 19e, des gens qui viennent vraisemblablement retailler des pierres, récupérer. Et puis aujourd'hui, les archéologues attestent la trajectoire de ces pierres qui venaient de la ruine de la cathédrale vers toutes sortes de constructions dans les environs. Là, vous voyez le dessin, c'est un petit peu mystérieux. Le tailleur de pierre, c'est relativement clair, mais les deux personnages derrière, on ne sait pas très bien. Peut-être qu'ils sont en train de faire un relevé, un inventaire de pierres qui les intéresse. Ou ils dessinent une esquisse, on ne saura jamais. Autre exemple, toujours un peu le même esprit. Ici, c'est la ville d'Anvers qui s'étend au 19e, c'est l'extension urbaine, et donc les fortifications médiévales doivent disparaître. Eh bien, comment ça se passe? Pareil, vente pour démolition. Et donc là, on a pu retracer les minutes, enfin le compte-rendu, si vous voulez, le procès-verbal de la vente publique, et on voit que c'était une mise aux enchères, comme je l'expliquais. Et puis, si on avance encore un petit peu dans le temps, ici, on a à Paris un annuaire d'entreprise au chapitre démolisseur, entreprise de démolition. On voit qu'à peu près toutes les annonces se présentent à la fois comme entreprise de démolition et comme fournisseur de matériaux. Donc, il y a de la vente de matériaux et parfois, ils sont décrits, là, on le voit sur certaines des affiches, bois de charpente, cheminée, glace, parquet, grilles, réservoirs, etc. Donc, à l'époque, en fait, le métier de démolisseur était intimement lié au métier de récupérateur et une bonne partie des matériaux issus des démolitions trouvaient un nouvel usage par, disons, le commerce de ces activités-là. Ici, c'est un exemple encore à Bruxelles, une démolition extrêmement regrettable, un magnifique palais du 17e, ou du 16e, pardon, qui est démoli pour laisser place à cette espèce de jonction ferroviaire qu'on a fait traverser le centre-ville de Bruxelles, une sorte de projet de modernisation un petit peu discutable, qui a occasionné énormément de démolitions. Mais on voit malgré tout la qualité du tri sur ce chantier de démolition, le soin qu'il a apporté à garder les matériaux. Vous le devinez, les fenêtres ici, je ne sais pas si vous les distinguez. Alors, où suis-je? Tiens. Ah, voilà. Ah oui, du coup, oh là là. Voilà, les fenêtres ici, si on regarde de près, on voit que les vitres sont intactes, donc il y a vraiment un soin qui est apporté. Et puis surtout, vous voyez peut-être ce petit panneau-là qui dit « Matériaux de façade à vendre ». Donc en fait, le chantier de démolition est un magasin pour les acteurs urbains, les actrices urbaines, pour s'approvisionner en matériaux. Et puis, il y a dû bien y avoir des choses qui changent entre ces pratiques-là, qui sont attestées là sur plusieurs siècles, et puis cette démolition à l'explosif que je vous montrais en introduction. Alors évidemment, ce serait un peu fait l'histoire de la modernisation et de l'industrialisation des chantiers, mais certainement un facteur qui a joué, c'est la mécanisation du travail. Donc l'invention du marteau-piqueur, ça n'a pas fait du bien aux pratiques de récupération. L'arrivée des gros moteurs diesel qui permettent d'articuler des grues à grappins, des bulldozers, etc., ça a aussi permis d'accélérer énormément la vitesse des chantiers, mais au détriment d'une récupération plus soigneuse des éléments. Un autre facteur qui a très vraisemblablement joué, c'est les impératifs de rendement et de profit, spécialement dans des contextes urbains denses. Ici, on a retrouvé des traces d'un entrepreneur en démolition qui a interviewé dans le New York Times dans les années 30, qui explique qu'en fait, son métier a changé en quelques années, notamment parce que de plus en plus, ses commanditaires lui demandent d'aller vite, avec des nouveaux contrats où en fait, ils ont des grosses pénalités, les entreprises ont des grosses pénalités si elles ne parviennent pas à tenir le planning, et des bonus si elles parviennent à aller plus vite. Donc il y a une espèce d'incitation à développer les méthodes les plus expéditives possibles pour faire du profit. Et ça, c'est évidemment lié au fait que tout à coup, dans une perspective disons, de spéculation immobilière, finalement, ce qui va créer de la valeur, ce qui va générer du profit, ce n'est pas tellement la valeur intrinsèque des éléments d'un bâtiment, c'est plutôt la possibilité de louer ou de vendre ce bâtiment dans des localisations qui sont convoitées, qui sont recherchées. Et donc là, c'est très clair, « Quick clearing of site prohibits salvage of materials ». On ne peut pas le dire plus clairement que ça. Alors, on voit qu'il y a des mutations très très profondes qui prennent place là au début du XXe siècle, disons dans la première moitié du XXe siècle. Ça ne veut pas dire
que les pratiques de récupération ont complètement disparu. Et nous, avec Rotor, c'est un projet qui nous anime depuis... on a commencé là, en 2010-2011, à s'intéresser aux perpétuations de ces pratiques-là. Et une des manières de le faire, ça a été de partir à la visite, à la découverte des entreprises qui continuent à se spécialiser dans la récupération de certains types de matériaux et la revente de ces matériaux. Alors, on a commencé dans un rayon de 1 heure de route autour de Bruxelles. C'est ce que dessine la surface verte là, autour de la carte. Vous voyez aussi de manière assez significative que la métropole bruxelloise, à cette époque-là, était complètement vide. Il n'y avait plus aucun revendeur en centre-ville. Quelque part, les activités avaient été chassées vers les périphéries pour des raisons assez évidentes de coût du terrain. C'est des activités qui prennent de la place et qui ont du mal à trouver leur place dans les centres-villes, dans les métropoles plus denses. Donc, notre méthode, elle est assez simple, assez chronophage. On essaye d'aller visiter la majorité de ces entreprises. Vous voyez ici quelques photos de nos visites, de prendre le temps de discuter avec les gestionnaires. Vous voyez aussi un petit peu à travers ces photos la diversité des matériaux qu'on trouve. Un peu les échelles aussi, il y a un peu de tout, bien que la plupart de ces entreprises sont des petites. Certaines sont des moyennes entreprises. On n'est jamais sur des grosses multinationales. Ça reste un métier très local, avec souvent des entreprises familiales, mais qui parfois existent depuis plusieurs générations. Donc on avait un petit peu notre espèce de chaînon manquant entre le début du XXe siècle là et puis ce qui se passe aujourd'hui. On a découvert quelques entreprises qui avaient cette longévité-là. Vous voyez encore quelques exemples là. Alors, on a appris énormément, on continue d'ailleurs ce travail de documentation. Il y a d'autres partenaires maintenant, par exemple nos collègues de Bellastock qui sont basés à Paris. Eux, ils ont entrepris le travail de documentation pour la France. Nous, on l'a fait aux Pays-Bas ces dernières années. On travaille aussi parfois avec des écoles d'archi pour aller documenter de manière un petit peu plus ponctuelle d'autres territoires. Donc on a commencé à gratter un peu ce qui se passe en Allemagne, dans le nord de l'Italie, au Royaume-Uni, en Irlande. Et disons, le point commun de toutes ces entreprises, c'est qu'elles sont avant tout un stock. Ça, c'est vraiment la caractéristique première. C'est d'ailleurs le critère pour nous choisir d'aller visiter. Il faut qu'il y ait un espace de stockage. Mais rien que stocker des matériaux, ça change tout. Parce qu'en fait, ça permet d'élargir la fenêtre d'opportunité entre le moment où un matériau est disponible sur un chantier de démolition et le moment où ce matériau va être nécessaire sur un nouveau chantier. Ce n'est pas impossible de faire un match direct. Il y a parfois des lots de matériaux qui voyagent d'un chantier A directement vers un chantier B. Mais en fait, la probabilité que ça arrive, elle est assez faible. Et si vous avez un stock, ne fût-ce que pour quelques semaines, eh bien, vous augmentez d'autant les possibilités de trouver effectivement un nouvel usage pour ces matériaux. Donc ça, c'est, disons, un peu la base de toutes ces entreprises. Mais elles font aussi, beaucoup vont plus loin que ça. Ici, vous voyez par exemple une petite installation de tri. Alors là, c'est plutôt pour des matériaux de voirie, on est sur du pavé. Donc il y a un gros travail là sur une petite chaîne de tri avec, en fonction du type de pierre, en fonction des dimensions, on recrée des lots relativement homogènes. Et puis vous voyez au bout là le tas de bois qui est probablement des éléments qui étaient un peu mélangés. Souvent dans les travaux de voirie, de démontage, ça va un peu vite, on n'a pas toujours le temps de faire le tri sur site. Mais donc sur ces lieux-là, il y a un tri plus fin qui est fait. Vous voyez ici la même chose pour ça c'est une entreprise, je ne sais plus si c'est en Flandre ou aux Pays-Bas, mais elle est spécialisée dans les briques de terre cuites utilisées pour des travaux routiers. Et puis vous voyez toutes sortes de services supplémentaires, le nettoyage des briques, le décloutage évidemment des éléments en bois, parce que si on veut les réusiner, s'il y a un clou qui traîne, ben vous abîmez vos lames, le resurfaçage. Alors ça, en bas à droite, là, c'est une entreprise qui recoupe des pavés, il y en a plusieurs qui font ça. Pourquoi elles font ça? Ben, d'une part, parce qu'aujourd'hui, les exigences justement normatives en termes d'aménagement de l'espace public demandent des surfaces très lisses, pour faciliter notamment le passage des personnes à mobilité réduite, pour réduire aussi un petit peu les nuisances sonores. Et les pavés anciens, ils étaient typiquement bombés, donc ils sont plus bruyants. En faisant ça, évidemment, c'est aussi intéressant d'un point de vue économique, parce qu'avec un pavé, ils font deux produits distincts. Donc il y a la petite calotte qui va être utilisée plutôt pour des platines de trottoir, où on a besoin d'épaisseurs un peu plus fines, et puis la croûte résiduelle, qui elle peut être utilisée pour des applications un peu plus exigeantes. Donc là, voilà, on a un exemple. Évidemment, on perd un tout petit peu aussi de potentiel. Là, on avait un beau gros pavé, on a deux pavés plus fins. Quid de leur réemploi futur, c'est un petit peu plus incertain. Alors vous voyez, la carte s'est bien peuplée depuis lors. Comme je l'ai dit, c'est une pratique qu'on a continué à mener. Si vous êtes intéressé par les résultats, on publie tout ça en ligne. Le nom du site web, en fait, c'est Opalis. Et on essaye de documenter chacune des entreprises et puis d'aussi étoffer le site petit à petit avec d'autres documents. Alors,
c'était très tentant, évidemment, d'aller visiter toutes ces entreprises et de constater le décalage qu'il pouvait y avoir entre ce qu'on voyait dans ces stocks et ce qu'on voyait dans les containers bruxellois qu'on croise tous les jours en se baladant en ville. Et on se rendait compte qu'il y avait toute une série de matériaux assez typiques d'un environnement urbain. Alors à Bruxelles aussi, on a une énorme densité de bâtiments de bureaux, notamment liés à la présence des institutions européennes. C'est vraiment une ville du secteur tertiaire. Et donc tout ce qui était aménagement de bureaux, tout ce qui sortait un peu de bâtiments publics, etc., on le voyait assez peu. Tout ce qui était plus contemporain aussi, on le voyait plus rarement chez les revendeurs. Donc on s'est dit, là, il y a quand même peut-être quelque chose à jouer, avec aussi cet enjeu d'essayer de ramener cette activité-là en ville. Aussi contre-intuitif que ça puisse sembler sur un plan économique. On l'a vu, tous les revendeurs étaient là plutôt en périphérie, mais pour nous, il y a un enjeu d'être proche des chantiers de démolition, d'être proche de la demande, et donc d'essayer de retrouver une place pour ces activités-là en ville. Et donc ça a été un peu la création de Rotor DC. Enfin, c'est un des ingrédients qui nous a incités. Alors là, vous voyez sur la vue aérienne, je ne sais pas si on le voit très très bien, le centre-ville de Bruxelles est plus ou moins là. Vous voyez là le quartier d'affaires. On devine ici le canal qui est un peu la dorsale industrielle. Et puis ici, on est vraiment à la périphérie de la région bruxelloise. C'est là qu'on s'est installé. Donc on est encore en ville, mais on n'est pas non plus sur la grande place de Bruxelles. On a besoin d'espace, on n'a pas beaucoup de moyens. Ce n'est pas une activité qui génère énormément de plus-value. Donc on doit trouver un peu ce terrain interstitiel. On l'a trouvé là, on a été dans une occupation temporaire pendant plusieurs années. Là, on est sur un site où on a des perspectives un petit peu plus pérennes. C'est un drôle de bâtiment des années 80-90. C'était à la fois un entrepôt et un siège de bureau pour une entreprise qui vendait des roulements à billes, qui était très intéressée à l'époque par la localisation un peu frontalière, parce qu'à l'époque, Bruxelles avait mauvaise réputation. Donc, la plupart de la classe moyenne fouillait plutôt dans le périurbain. Et donc, pour les entreprises, c'était plus attractif de ne pas être au centre-ville pour ne pas obliger les travailleurs, travailleuses à rentrer dans la ville et à se frotter à la sale et méchante Bruxelles. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Les entreprises ont reconquis le centre-ville. Et donc, cette zone un peu de couronne est plus délaissée. Donc, c'est là qu'on trouve des espaces plus spacieux où il y a un petit peu moins de pression foncière. Alors, vous voyez un peu les activités de Rotor des constructions. Il y a beaucoup de logistique, évidemment. On a des entrepôts assez spacieux, pas tout à fait assez spacieux, donc on a dû coloniser un petit peu les abords aussi. Pour tout ce qui est matériaux inertes, ça se prête plutôt bien. Alors, comment ça fonctionne chez Rotor DC dans ce site? C'est divisé pour le moment en trois grands pôles d'activité. Il y a l'acquisition des matériaux, le conditionnement, le stockage, la logistique, et puis la revente. Alors, au niveau de l'acquisition, c'est assez varié. On est de plus en plus sollicité. Donc au début, c'était des démarches proactives. Rotor DC allait contacter des chantiers, des maîtres d'ouvrage pour leur demander si on pouvait éventuellement intervenir et récupérer tel et tel lot de matériaux. De plus en plus, on reçoit des demandes quotidiennement, voilà, des petits messages WhatsApp ou des mails qui disent voilà, on peut vous livrer ce lot de briques, est-ce que ça vous intéresse? Et on répond oui, non, en fonction de notre intérêt. Rotor DC continue à faire des chantiers de démontage, donc il y a des gens dans l'équipe qui sont outillés et qui ont les compétences pour aller démonter soigneusement certains types de matériaux, mais on essaye de travailler aussi de plus en plus avec des entreprises pour tout simplement pour répandre un peu la pratique, sinon on est limité à ce que notre équipe est capable de faire, mais en fait la plupart des entreprises qui savent construire savent déconstruire. Pour autant qu'on leur offre des débouchés. Parce que ça, c'est très différent. Le métier de revendre des matériaux, ce n'est pas du tout la même chose qu'entrepreneur. Mais si vous savez monter un lavabo, vous savez démonter un lavabo. Si vous savez poser une porte, en général, vous savez déposer une porte. Donc si eux, ils ont un incitatif à le faire, en général, ils sont en mesure de le faire. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rachète ces lots au prix du démontage en pied de chantier. Et donc ça permet de aussi diversifier un petit peu l'offre chez Rotor des Constructions. Ça demande un peu d'apprentissage mutuel. On doit apprendre ce que les entrepreneurs sont en mesure de faire. Eux doivent apprendre quelles sont nos exigences. Par exemple, au niveau du conditionnement des matériaux, bien sûr, si on veut les réemployer, il faut les traiter beaucoup plus soigneusement que si on cherchait à s'en débarrasser avec le flux de déchets. Donc, on a développé toute une documentation qu'on fournit ou qui sont en fait aussi un peu nos conditions de reprise. On accepte la palette de ce matériau-là si elle est correctement sanglée, s'il n'y a pas trop de choses qui dépassent, etc. Donc ça, c'est des petits détails qui font la différence. Alors voilà quelques images ici de portes qu'on a pu récupérer à gauche, à droite par ces billets-là. Alors dans certains cas, on tombe sur des lots qui tirent leur valeur du fait de leur caractère unique. Par exemple, cette magnifique porte intérieure, voilà, qui doit être, où les architectes ont décidé d'étendre le bâtiment. Je ne connais pas très bien le projet, mais toujours est-il qu'on se retrouve avec une pièce absolument unique, assez exemplaire.
Et puis dans d'autres cas, c'est plutôt le fait qu'on est sur une grosse quantité d'un matériau très très générique. Par exemple, ces caches radiateurs, tout à fait typiques des années 70, qu'on retrouve dans à peu près tous les bâtiments de bureaux de l'époque. C'est un matériau assez sophistiqué. En fait, c'est un contreplaqué courbé sur lequel il y a un revêtement en mélamine. C'est quand même un matériau assez ingénieré, si je puis dire, qui n'a pas directement d'usage évident, puisqu'en général, on n'utilise plus trop ces techniques-là de cache radiateur, mais qui se prêtent pas mal à des multiplicités de réusage potentiels. Et donc ça, il y a une partie des clients de roteurs d'essai qui sont friands de ce type de matériaux, qui en appellent un peu à leur créativité, au fond, pour pouvoir trouver un nouvel usage. Alors, j'en viens au deuxième pôle, le reconditionnement, c'est évidemment une grosse partie du travail. Par exemple, pour les carrelages, c'est du nettoyage, il faut enlever les traces de mortier, sinon c'est beaucoup plus compliqué de les remettre en œuvre. Dans d'autres cas, c'est plutôt de la révision technique. Il y a tout un travail sur les lampes, par exemple, où on recable pour remettre des câbles aux normes contemporaines. Dans d'autres cas encore, et ça c'est peut-être le cas de figure le plus courant, c'est du tri. Donc on a un entrepreneur qui nous livre, par exemple ici, j'ai pris l'exemple d'un lot dalles de façade en terrazzo qui ont été démontées assez soigneusement. Les palettes sont plutôt bien faites pour un travail de dépose, mais dans chaque palette, on a des éléments qui ont des caractéristiques très très différentes. Il y en a qui sont en parfaite condition, pas un éclat, pas une fissure, vraiment réutilisables telles quelles. Il y en a qui sont un petit peu abîmés, mais qu'on peut récupérer avec peut-être une découpe ou une opération, on peut retrouver un élément parfait. Et puis, il y a des éléments qui se sont cassés, qui sont complètement ébréchés. Et donc, nous, on doit retrier en fait ces palettes et faire une qualité A, une qualité B, une qualité C. Il n'y a rien qui se perd. La qualité C, elle part aussi. On la vend beaucoup moins cher. Et c'est des gens qui ont un peu plus de temps, qui vont travailler sur des mosaïques, sur des opus incertum, et qui sont intéressés par ce type de matériaux-là. Et puis, il y a des gens qui sont un peu plus pressés, qui ont des niveaux d'exigence plus hauts. Typiquement, les professionnels de la construction, en général, ont ça. Et donc, eux, ils vont plutôt se tourner vers la qualité A pour leur usage. Et alors, ça, c'est évidemment le dernier maillon de la chaîne, c'est la commercialisation. Donc, on a un showroom physique. On essaye de permettre aux personnes, aux clientes de prendre connaissance des matériaux. En fait, c'est assez important parce que, comme je dis, ils ont tous un peu leur caractère unique. Il y a des degrés d'usure plus ou moins prononcés. Donc, c'est difficile d'acheter ça comme on achèterait une paire de chaussures en ligne. Mais on a aussi, malgré tout, le magasin en ligne qui sert peut-être davantage à montrer un petit peu l'actualité du stock et montrer les nouveaux arrivages, etc. Mais il y a aussi parfois quelques commandes qui passent par là, ou alors c'est des commandes de gens qui sont venus au stock voir ce dont ils avaient besoin et puis qui, une fois qu'ils ont fait leur choix, placent la commande en ligne. Pour nous, cet outil de gestion, enfin de vitrine, en fait, c'est la face visible d'un iceberg qui est en fait un outil de gestion de stock. Parce que dans le type d'activité que Rotor DC mène, c'est vraiment crucial. On est sur des stocks hyper hétérogènes, sur lesquels on a peu de prise. On dépend très fort de ce qui est des travaux qui ont cours en ce moment-là dans la ville. Donc on peut tout à coup avoir de l'eau de terrazzo, comme je l'ai montré, et puis un mois plus tard, ça va être plutôt de la pierre naturelle, et puis une autre fois, ça va être encore un autre type de matériau. Et donc pour nous, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on a en stock, combien il en reste, comment ça se module par rapport à la demande, etc. Donc c'est aussi un peu ça la fonction de cet outil. Puis ici, vous voyez quelques exemples de remise en œuvre par divers architectes. Alors c'est assez intéressant, il y a tout un petit réseau d'archis, de designers, designeuses, d'artisans, d'artisanes qui travaillent en fait de manière très structurelle avec nos matériaux et qui ont développé leur pratique autour de ce principe de la récupération et du réemploi. Vous voyez les caches radiateurs que je montrais tout à l'heure. Ici, c'est quelques exemples de déclinaison. C'est aussi assez intéressant parce qu'il faut un certain lâcher-prise. Parce qu'en fait, une fois qu'on vend le matériau, les gens font ce qu'ils veulent avec. Et donc, on peut apprécier ou pas le design qui va être fait. Ça fait un petit peu partie du jeu de prendre la casquette de revendeur de matériaux. Ce n'est pas la même chose que concepteur ou conceptrice. Alors, vous vous doutez bien qu'avec tout ça, tout ce que j'ai expliqué sur les caractéristiques un petit peu uniques de ces matériaux, quand on veut travailler avec ces matériaux dans un projet d'architecture à un petit peu plus grande échelle que des aménagements d'intérieur ou que dans le cadre privé, donc typiquement dans des projets publics, ça demande de revoir un petit peu les règles et la façon de travailler. Et ça, c'est quelque chose qu'on continue à expérimenter, mais il y a un projet en particulier qu'on a mené ces dernières années en collaboration avec l'association Zinneke à Bruxelles, qui a obtenu des fonds publics pour rénover les bâtiments qu'ils occupent. C'est un ensemble assez hétérogène. Vous voyez ici ce qu'on appelait le château, qui est un ancien atelier de production de timbres fiscaux en arrière de parcelles, mais il y a aussi ces très belles maisons
bourgeoise, 1, 2, pas celle-là, et 3, ici un entrepôt industriel des années plutôt 60, avec un grand hangar là derrière, qu'on appelait la frite, ça ne s'invente pas, qui est en connexion avec le château, et puis une assez belle cour intérieure. Et puis vous avez cette particularité, là, le petit village d'Astérix, le voisin qui est complètement entouré des infrastructures, mais donc sur lesquelles on ne touche pas. C'était un projet qui s'est mis pas mal d'ambition. D'abord, en termes de maintien de l'existant, c'est évidemment le plus important, ne pas démolir ce qui peut encore servir, ce qui est déjà là. Donc en fait, c'était essentiellement une approche architecturale très très spécifique, des petites interventions ici et là qui ont permis de conserver les bâtiments quasiment en l'état. Mais pour les quelques transformations qu'il y avait, on a essayé de favoriser la récupération et le réemploi. Et ça, c'est un peu un défi dans le contexte d'un marché public, parce que vous allez voir, on a dû réinventer un petit peu la façon dont on procède. Voilà la coupe du château. Je la montre parce qu'il y a le patio ici à l'arrière. Donc là, il y a la cour avant, il y a, disons, le corps du bâti. Et puis, il y a ce patio. Il va revenir, il est important dans l'histoire, donc retenez ce patio. Là, c'est la cour avant, justement, la terrasse. Et puis, avant d'en arriver au patio, je vais d'abord vous raconter l'histoire d'une façade. Je vais peut-être quand même revenir en arrière pour vous la situer. Donc, la deuxième maison ici, il y avait une annexe qui était complètement vétuste qu'il a fallu reconstruire. Donc ça, c'est un peu la plus grosse opération du projet, c'est la reconstruction de cette façade, aussi pour l'aligner avec l'arrière du premier bâtiment. Et dans cette façade, dès le début du projet, on voulait tenter de réemployer des fenêtres. C'est un peu un challenge parce qu'évidemment, les fenêtres, il y a des questions de performance énergétique qui rentrent en jeu. Et sur le marché de la seconde main, on n'a pas toujours les fenêtres dernier cri. Mais ça, vous allez voir, c'est qu'un des challenges auxquels on a fait face. Donc, grâce à Opalis, on savait qu'il y avait quelques revendeurs qui récupéraient des fenêtres, y compris des fenêtres relativement récentes. Donc, je disais, ce n'est pas la Rolls-Royce de la fenêtre que vous allez trouver là, mais il y a des fenêtres qui datent d'il y a 10, 12, 15 ans, qui en fait satisfont déjà pas trop mal aux exigences performantielles, en particulier dans un projet de rénovation où on ne demande pas non plus des exigences trop hautes. Mais alors, comment faire travailler un entrepreneur qu'on ne connaît pas encore parce qu'on ne l'a pas encore engagé, parce qu'on doit encore faire un marché public pour engager l'entreprise des travaux, avec des fenêtres dont on ne sait pas encore à quoi elles ressembleront et ce qui sera disponible à ce moment-là. Donc, première étape, c'est de vérifier qu'il y a quand même bien un marché qui existe pour ça et qu'il est suffisamment alimenté et qu'on n'est pas sur des lots, comme on pourrait dire, des licornes qui apparaissent une fois et puis qui disparaissent et qu'on ne retrouve plus jamais. Donc ça se confirme dans nos premières recherches. Et puis en fait, la façon dont on a travaillé, c'est en trétillé. C'était une espèce d'architecture de la zone de tolérance. Donc on a fait la somme de toutes les contraintes objectives qui pesaient sur le dessin de cette façade en termes de prescrits urbanistiques, en termes d'illumination intérieure, enfin d'éclairage intérieur, pardon, en termes de résistance au feu, etc. Et ça nous a permis de définir les zones que vous voyez là sur le petit croquis, qui disait en fait, au minimum, les fenêtres doivent avoir cette surface-là et elles ne peuvent pas être plus grandes que la grande surface. Et tout ce qui est entre ça, en principe, satisfait aux normes. Donc on a rentré le permis de bâtir auprès de l'administration de l'urbanisme avec ce flou-là, un flou qui est relativement cadré mais qui reste un petit peu incertain. Alors vous l'avez vu, c'est une façade intérieure, donc en fait les enjeux urbains n'étaient pas démesurés. Donc le projet est passé, on a reçu le permis de construire. Ça aurait été intéressant de voir un refus, enfin, on l'aurait eu très mauvaise sur le moment, on était très soulagés que ce soit passé, mais rétrospectivement, à des fins, je dirais, de recherche, ça aurait été intéressant de voir sur quelle base objective on aurait pu avoir le refus, parce qu'on avait, selon nous, tenu compte de toutes les contraintes objectives, donc c'était difficile d'aller trouver quelque chose à redire, mais c'est certainement un chantier qu'il va falloir aborder si on veut que ça ne se limite pas à des façades arrière en intérieur d'îlots, mais si on commence à répliquer le principe plus largement, il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de flexibilité à ce niveau-là. Là où il faut aussi faire preuve de flexibilité, c'est dans la description des exigences techniques. Donc typiquement, quand vous êtes architecte et que vous prescrivez un matériau, vous définissez une série de performances que ce matériau doit atteindre. Par exemple, pour une fenêtre, c'est la composition du matériau. Est-ce que c'est important que ce soit de l'aluminium, du bois, du PVC? C'est le pouvoir isolant, évidemment. Ça, c'est très important parce que ça participe à l'étanchéité, à l'air du bâtiment et à l'isolation du bâtiment.
c'est l'état. Par défaut, dans un cahier des charges neuf, on suppose que les matériaux sont neufs, sont en parfait état. Mais donc nous, on a dû rédiger ces prescriptions techniques en étant un peu souple, en définissant des choses qui pour nous étaient importantes. Donc par exemple, au niveau de la performance énergétique, il y avait un seuil minimum qu'on voulait atteindre. Il est relativement bas, on ne demandait pas le top du top, mais plus bas que ça, on ne pouvait pas l'accepter. Par contre, au niveau de la couleur ou de la matérialité, là on était très ouvert. Là on a vraiment ouvert les curseurs pour se laisser le plus de chances possible. Au niveau de l'état, on ne voulait pas des ruines, mais on était d'accord s'il y avait des petites traces d'usure, ce n'était pas trop un souci pour le commanditaire. Et donc c'est intéressant parce qu'on doit vraiment repenser ces prescriptions sur mesure en essayant de tenir compte d'un potentiel à venir et d'exigences qui sont bel et bien là. Alors vous voyez comment on l'intègre aussi dans le cahier des charges pour l'entreprise. Donc c'est aussi pas simple pour une entreprise de dire « Ah, moi je dois remettre offre ». D'habitude, dans mon offre, j'inclus la fourniture de la fenêtre et la pose de la fenêtre. Ici, la fourniture est contrainte. On va l'obliger à aller acheter quelque chose auprès d'un revendeur de matériaux plutôt que d'un fournisseur neuf. Donc là aussi, il faut faire preuve d'un peu de souplesse et de pédagogie aussi dans la passation du marché des travaux. Et puis vient enfin le jour J où l'entreprise a démarré, les travaux sont là, on s'attaque enfin à la façade. Et donc là, on retourne sur le marché du réemploi et on regarde ce qui est disponible à ce moment-là. Et là, un peu à notre surprise, vous voyez qu'il y avait pas mal de candidates, de fenêtres candidates qui répondaient à nos exigences. On en avait même, pour être honnête, un petit peu trop. Et donc là, et c'est intéressant parce que tout à coup, on est genre 2 ans après le démarrage du chantier, tout à coup, il y a un exercice de composition architecturale qui se réinvite dans le processus, alors qu'en général, disons, le projet est dessiné au moment du permis de bâtir et puis ça bouge plus trop, ou en tout cas, on espère que ça bouge plus trop. Ben ici, en fait, bim, il y a une façade à dessiner et il faut la dessiner assez vite parce que l'offre, elle est disponible là, mais on n'a aucune garantie qu'elle sera disponible dans 5 jours ou dans 10 jours. Et donc voilà, les architectes se mettent au travail, mais en fait, c'est plutôt gai pour eux parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus fait ça dans ce projet-là. Donc, tout à coup, il y a une petite bulle de conception là qui apparaît. Et il y a des choses amusantes qui arrivent. Donc, vous voyez que dans les candidats, vous l'avez peut-être repéré, il y a cette fenêtre courbe. Et c'est vrai que dans nos critères, rien n'excluait ça. Donc, si on s'en tient à nos critères objectifs, on peut l'inclure. Je suis pas certain que les architectes l'auraient dessiné spontanément. Je pense que vu leur écriture architecturale, ils ne l'auraient probablement pas dessiné comme ça, mais ils l'ont trouvée amusante et ils ont commencé à jouer avec ça dans la composition de la façade jusqu'à arriver, désolé, c'est un peu stretch, elle est censée être un peu plus fine. Mais vous voyez qu'ils ont retourné la fenêtre. Et ça, c'est aussi, c'est un geste architectural qui trouve son sens puisqu'il y avait une autre fenêtre qui faisait un petit peu écho à ça. Il y a un clin d'œil à d'autres références architecturales. Je vous laisse réfléchir lesquelles, on en discutera pendant la discussion. Mais donc, mettre une fenêtre à l'envers, c'est pas si simple parce qu'évidemment, toute l'étanchéité à l'eau d'une fenêtre, c'est pensé dans un sens donné, les petites bavettes, les évacuations d'eau, la condensation, etc. Donc, en fait, là, c'était un avantage d'avoir déjà l'entrepreneur, d'être en phase de travaux et de pouvoir discuter ça directement autour de la table avec l'entrepreneur pour dire est-ce que tu serais d'accord de le faire, est-ce que tu prends la garantie sur l'étanchéité, est-ce que tu vois un défi particulier. L'entrepreneur était conciliant, il voyait des solutions à toutes ces petites questions et donc il est parti, il a donné le feu vert pour ça aussi. Donc là, vous voyez la pose des fenêtres. Alors, vous voyez aussi que ce qui rend ça possible, cette espèce de flexibilité, c'est qu'on travaillait avec une ossature bois qui nous offrait une certaine marge de manœuvre de l'ordre de plusieurs dizaines de centimètres. Si on avait fait un mur préfabriqué en béton coulé, la taille des baies est la taille des baies. On peut éventuellement imaginer faire un peu plus petit, mais ça devient vachement complexe de l'élargir. Ici, avec le bois, on avait un petit peu plus de flexibilité. Donc, vous voyez la façade qui commence à prendre forme et puis le résultat quasi définitif. Voilà, ça c'est un exemple un petit peu de comment on doit jouer avec ces prescriptions si on veut travailler avec des matériaux qui ne sortent pas, disons, d'une usine avec toutes les garanties et toutes les fiches techniques usuelles. Ça c'est un exemple assez similaire pour le carrelage. Je ne vais peut-être pas m'éterniser là-dessus, mais c'est le même travail où il faut réfléchir à quoi est-ce qu'on tient vraiment. Qu'est-ce qui est vraiment important pour ce carrelage? Ici, il y a par exemple des questions d'usage. C'était identifié pour des crédences au-dessus de points d'eau, donc il faut un carrelage qui ne soit pas poreux. Donc, a priori, plutôt de la céramique que du ciment, parce qu'aussi, on a un bâtiment où il y a un usage assez intense, etc. Donc, on veut quelque chose de résistant. Donc, ça, c'est des critères qu'on peut exprimer. Mais il y a d'autres aspects où on est beaucoup plus libre. Et en fait, là, notre stratégie, ça a même été d'aller un peu chercher dans les invendus
des revendeurs, les carrelages qui sont jugés un petit peu trop moches ou qui peinent à trouver un débouché. Donc je ne sais plus comment on les avait décrits, mais c'est un aspect expressif. Donc ça, c'était un petit peu porte ouverte à nous refourguer ce qui n'arrivait pas trop à vendre. On a eu de la chance, on a eu un superbe petit carreau de carrelage un peu marbré, années 20-30, qui correspondait parfaitement à nos demandes. Donc il y a un fournisseur qui a pu livrer ce lot-là. Et vous voyez ici des mises en œuvre dans le projet. Alors, vous imaginez bien que pour les architectes, ce n'est pas juste les prescriptions. En fait, c'est plus profondément le processus de conception qui doit être un petit peu repensé. Je reste toujours dans Zinneke et j'en viens enfin à mon patio là, que je vous avais demandé de garder en mémoire. Ça, c'était aussi un des gros enjeux du projet. Comment rendre accessible le niveau sous-sol, qui présentait un haut potentiel, mais qui était très très mal connecté au rez-de-chaussée. Il y avait un petit escalier casse-gueule, mais donc il y avait un redessin autour de ce patio qui était prévu dès le début. Donc vous voyez à gauche la toute première esquisse, je pense que ça date même peut-être du concours, où les architectes avaient déjà marqué leur intention de mieux connecter le rez et la cave. Et puis le projet avance dans ses itérations, avant-projet détaillé, etc. Et on en arrive à une écriture un peu particulière, là, avec cette courbe, a priori coulée en béton, et puis cet escalier-là qui vient épouser cette courbe-là, avec une sorte d'extension des salles. C'était à un moment donné dans le projet, il y avait ça. Mais en fait, on savait aussi dès le début du projet que cet escalier-là, ça pouvait être un bon candidat, ou en tout cas une chouette expérience d'essayer de le trouver en récupération, de ne pas le faire en neuf. Mais tant qu'on n'a pas une opportunité, on avance comme s'il était en neuf. Et puis l'opportunité s'est présentée dans une démolition un peu malheureuse aussi d'un bâtiment très récent, un beau bâtiment de bureau assez typique du postmodernisme corporate, avec ce magnifique escalier qui avait justement ce petit rayon de courbure. Alors il n'est pas dans la bonne direction, mais il avait les dimensions à peu près adéquates. Et là, de nouveau, c'est des décisions qu'il faut prendre vite. Parce qu'en fait, soit on le récupère parce qu'il est nécessaire pour Zinneke, soit on ne le récupère pas parce que la probabilité qu'on trouve un client pour ça, elle est très très faible. Et donc là commence tout à coup une sorte de session de redesign où on doit réouvrir ce dossier du patio, là où les architectes pensaient en être un peu quittes. Eh bien non, en fait, on le remet au travail et finalement, ça finit avec des ficelles dans le patio pour un peu dimensionner, et puis les architectes qui redessinent leur projet. Ici, c'est tombé un peu mal, on était tout près de la deadline pour la demande de permis, donc il y a parfois des chocs de temporalité là qu'il faut apprendre à absorber, et ça demande une espèce de flexibilité. Finalement, l'escalier est un bon candidat, donc vous voyez son arrivée, vous voyez aussi sa remise en œuvre. Alors ça, c'était aussi un des gros atouts et un des gros sujets d'expérimentation aussi du projet Zinneke, c'est qu'en interne, ils ont des équipes qui, en fait, sont formées pour travailler l'acier, ça fait partie de leurs activités. Et donc, la réinstallation de l'escalier ici ne faisait pas partie de la mission de l'entrepreneur général. Ce sont les équipes de Zinneke elles-mêmes qui ont procédé à la remise en œuvre. Et qui ont aussi pris toute une série de petites décisions sur comment combiner le langage, disons, un peu corporate, postmoderne de l'escalier avec l'atmosphère un peu plus début 20e des ferronneries d'origine. Et donc, ça fait un mélange un petit peu hybride, mais qui est le fruit de ce travail aussi très coopératif, très co-créé, en fait, où tout le monde s'aventure un petit peu sur d'autres champs. Alors, ça, c'était un exemple dans un projet, mais vous comprenez bien qu'il y a des enjeux plus larges qui se posent si on veut travailler avec ces éléments de réemploi. Comment est-ce qu'on les documente? Comment est-ce qu'on assure qu'ils satisfont aux exigences? Comment, au fond, est-ce qu'on repense un petit peu tous ces systèmes de qualité et de démonstration de l'aptitude à l'usage? Alors, c'est un sujet qui nous intéresse pas mal chez Rotor. On a pas mal travaillé là-dessus. Et en fait, un des enjeux pour nous, c'est d'essayer de combler le pont entre, d'un côté, les sommes de connaissances absolument incroyables et les savoir-faire souvent extrêmement développés qu'on trouve chez les revendeurs qu'on visite quand on fait notre documentation en palisse, mais qui a une connaissance empirique, qui a une connaissance souvent orale. Et là où le secteur de la construction, et particulièrement dans les marchés publics, particulièrement dans les plus gros projets, a un appétit très très fort pour des documents écrits, pour des responsabilités qui passent par du papier, par des fiches techniques, etc. Et donc, voilà. Un des outils qu'on a imaginé pour essayer d'un petit peu combler ce gap-là, pour essayer de faire dialoguer ces deux univers finalement, ce sont ces fiches techniques dans lesquelles on essaye de documenter tout ce qu'on sait à propos de plusieurs matériaux relativement courants sur le marché du réemploi, mais aussi ce qu'on ne sait pas.
Parce qu'en fait, savoir ce qu'on ne sait pas, c'est déjà un avantage. Ça permet d'anticiper. Par exemple, le carrelage, on sait que sa résistance au feu, il n'y a pas besoin de la calculer. C'est de la céramique, c'est bon, il correspond à telle classe. Par contre, sa glissance, ça change d'un carreau à l'autre. Donc, si vous voulez le réemployer et que c'est important de connaître le coefficient de glissance, il va falloir intégrer ça et anticiper ça. Mais de le savoir à l'avance, ça permet de ne pas être confronté à cette question-là le jour où on le remet en œuvre et où c'est un peu trop tard pour anticiper ça. Et en fait, ce type de travail-là, pour nous, il a énormément à voir avec quel est le rôle finalement de l'architecte dans l'économie de la construction. Et il y a une dimension de ce rôle, évidemment il est multiple, hein, il n'y a pas une réponse unique à ça, mais il y a une dimension qui est souvent un petit peu, je ne sais pas, survolée rapidement, c'est la dimension de prescripteur. En fait, les architectes, en théorie, sont les personnes qui choisissent les matériaux qui vont être mis en œuvre. C'est eux qui, quelque part, déclenchent la mise en branle de tout le processus de production. Même si les architectes ne touchent pas les matériaux et sont déontologiquement pas supposés les toucher ou les assembler, c'est en fait leur choix, la façon dont eux vont rédiger leur cahier des charges, qui va déterminer quel type de matériaux et par extension, quelle économie de production de matériaux va être sollicitée dans les projets. Donc vous voyez ici sur le petit schéma, en bas, c'est la ligne un peu théorique de production d'un matériau. Il y a l'usine, le grossiste, le négociant au détail, l'entrepreneur qui va l'acheter, qui le met en œuvre dans un bâtiment. Mais ce qui rend ça possible, c'est l'architecte. Et l'outil qui rend ça possible pour l'architecte, c'est bien souvent le cahier des charges. Et en fait, ça montre aussi, vous voyez, c'est la petite flèche là, l'espèce de relation d'interdépendance qu'il y a entre le secteur de la production des matériaux et la profession architecturale. Et pour les fabricants de matériaux, en fait, les architectes sont quelque part les ambassadeurs de leurs produits. Ici, c'est un extrait d'une petite brochure documentaire que j'ai collectée lors d'une journée de, je ne sais pas comment le dire de manière diplomatique, mais de présentation commerciale de produits de construction dans une école d'architecture. C'était un organisme publicitaire qui se chargeait de ça et qui démarchait des fabricants de matériaux en leur disant « c'est une opportunité en or pour vous » parce que, lisez la dernière ligne, les étudiants en architecture vont bientôt rejoindre le marché du travail, vont bientôt pratiquer comme architectes après leur période probatoire de stage et vont devenir potentiellement des ambassadeurs de votre produit. Et donc là, il y a une sorte de relation de dépendance commerciale qui est quand même assez intéressante et qui, dans la pratique, se traduit, comme je le disais, par les cahiers des charges. En fait, l'outil du cahier des charges, c'est là où l'architecte détaille les exigences qu'il souhaite voir atteintes par les matériaux qui seront achetés par l'entrepreneur. Et si vous lisez un petit peu un cahier des charges, alors c'est parfois un petit peu aride comme lecture, mais vous allez voir que ça fourmille de références à toutes sortes de normes harmonisées, européennes, des normes techniques, des règles de l'art, des règles professionnelles, des jurisprudences, etc. etc. Et en fait, la raison de toutes ces références-là dans le cahier des charges, c'est qu'il y a un immense travail, un immense corpus d'exigences, de documentation, de documents techniques, etc., qui existe, qui est beaucoup trop dense pour être réécrit à chaque fois dans chaque cahier des charges, donc on y fait référence. Mais ça veut dire qu'en fait, si un entrepreneur qui lit un cahier des charges et qui remet offre, il est supposé connaître la signification de chacune de ces références et ce qu'elle veut dire. Pareil pour les architectes, bien sûr, qui rédigent ce cahier des charges. Et ça ouvre à un monde un peu flippant, pour être honnête, parce qu'il y a une telle inflation de ces normes. Et surtout, c'est un peu mystérieux, en fait. C'est quoi tous ces documents-là? C'est quoi une norme technique, fondamentalement? Et qui les fabrique? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Qu'est-ce qu'elles ont comme incidence? Et là, je pense qu'il y a un premier terme de langage qui aide à y voir un petit peu plus clair. Nous, ça nous a mis du temps à comprendre ça, qu'en fait, les juristes et les ingénieurs, ils n'utilisent pas du tout le mot norme dans le même sens. Et en français, la langue française fait sorte de concaténation de ces deux significations dans le même mot qui est un peu préjudiciable à une bonne compréhension de ça. Donc au niveau juridique, une norme, en fait, c'est un mot un peu clé pour dire tout ce qui est un règlement. C'est une règle de droit. Ça peut être un arrêté, ça peut être une loi, ça peut être une directive. Ça, c'est la norme juridique. Donc c'est quelque chose qui, en gros, impose ou pose un cadre. Pour un ingénieur, une norme technique, et en anglais, on appellerait ça plutôt a standard, un standard, en fait, c'est une sorte de consensus d'un ensemble d'industriels sur certaines caractéristiques d'un produit, ou voire d'un service ou d'un processus. Et donc, les normes techniques sont supposées plutôt refléter des bonnes pratiques. Elles n'ont en soi
en droit, pas vocation à être, désolé du terme un peu savant, déontique, c'est-à-dire donner un cadre obligatoire. C'est un consensus, c'est supposé être une adhésion volontaire à la norme. Alors, le meilleur exemple qu'on peut trouver de la norme technique au sens ingénieur du terme, donc du standard, c'est le filetage des vis. À un moment donné, très précisément le 24 octobre 1898, à Zurich, une série de fabricants, d'industriels de la vis se sont mis d'accord pour que les pas de vis soient entre guillemets, normalisées, plus exactement standardisées, de façon à ce que le boulon de l'un soit compatible avec l'écrou de l'autre et de permettre une meilleure interopérabilité. Ça, c'est typique une norme technique, c'est une sorte d'agrément. Mais rien n'empêcherait un fabricant, et d'ailleurs, il y a des entreprises qui le font, par exemple dans le domaine des appareils photo, on est sur des standards de filetage de vis tout à fait différents de ceux de la construction. Et si vous voulez lancer votre propre type de vis avec votre propre filetage, en principe, rien ne vous en empêche. Vous risquez d'être un petit peu bloqué parce que vos débouchés pourraient être limités si vous n'êtes pas compatible avec les autres vis et boulons disponibles sur le marché, mais en soi, rien ne vous empêche de le faire. Et en fait, ce principe de l'interopérabilité, il est intéressant parce qu'il est assez présent en architecture, et il est arrivé en architecture, c'est du moins l'hypothèse de cet ouvrage-là, par l'architecture navale. Et en fait, plus exactement, par l'architecture navale à l'époque des guerres entre nations et des guerres maritimes. Où tout à coup l'État devait gérer une flotte de navires et où ça devenait tout à coup crucial qu'un navire qui avait été, comme on le voit là, fabriqué à Lorient puisse être réparé à Brest. S'il avait reçu un boulet de canon typiquement d'un navire anglais ennemi, il fallait qu'on puisse telle pièce du carénage ou telle pièce de la mâture, il fallait qu'elle soit relativement standard pour qu'on puisse la réparer efficacement. Et donc là, il y a une espèce de logique de gestion d'une sorte de flotte d'objets pour lesquels on veut une sorte de répétitivité, une sorte de standardisation, de façon à ce que ce soit plus fluide et aussi qu'on puisse le travailler à plus grande échelle. On n'est plus sur chaque petit arsenal qui fait à sa façon, mais tout à coup, tous les arsenaux de France doivent pouvoir travailler les uns avec les autres. Et l'hypothèse de ce livre, c'est de dire, en fait, ces principes-là qui ont été développés dans l'architecture navale ont petit à petit essaimé dans à la fois la conception urbaine, c'est une grosse partie du livre, mais aussi dans les questions plus techniques au niveau des matériaux. Bref, aujourd'hui, les normes techniques, il y en a des milliers. Et elles portent sur des sujets parfois très, très pointus. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure au passage, la mesure de la glissance d'un sol. Eh bien, il existe différentes normes et en fonction du contexte géographique où vous vous trouvez, il y a différentes manières d'aller le tester. Le petit pendule, où on va mesurer la vitesse à laquelle le pendule décélère lorsqu'il frotte le sol. Il y a le petit robot, il y a des trucs plus ou moins... Donc, c'est vraiment un univers très, très spécifique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les normes techniques qui permettent d'aller mesurer ou d'aller exprimer certaines caractéristiques des matériaux, elles sont parfois en conflit les unes avec les autres. Donc, en Belgique, il y a récemment eu une petite controverse du côté des organismes de normalisation parce que l'Europe impose une nouvelle norme sur la résistance au gel-dégel des briques qui procède par un système de test alors que la Belgique utilisait un autre système de test. Évidemment, il y a un peu de la grogne parce que ça veut dire changer les machines, changer les protocoles, recalculer toutes les briques qu'on a déjà soigneusement documentées, etc. Mais donc ça, c'est l'univers de la normalisation technique, c'est déterminer des performances et la façon dont on va exprimer ces performances. Ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'en Europe, toutes ces normes techniques, donc rappelez-vous, qui sont supposées être une adhésion plutôt volontaire des industriels, en fait, elles se mettent à avoir force de droit, et notamment du fait de les invoquer dans un cahier des charges, qui est un document contractuel. Donc si vous faites référence à telle norme pour mesurer la glissance de votre sol, eh bien, ça veut dire que c'est cette norme-là qu'il faut utiliser et certainement pas une autre. Et donc, tout à coup, ça rentre dans les pratiques. Quand une maîtrise d'ouvrage utilise systématiquement la référence à la norme dans tous ses cahiers des charges, mais en fait, de facto, cette norme qui était supposée être volontaire devient réglementaire. Ce qui est aussi particulier, c'est qu'il y a des drôles d'effets, là, en droit, où donc ça devient en fait une règle, mais cette règle, elle est protégée par la propriété intellectuelle. Parce que c'est des normes qui sont établies par des organismes privés. Et donc, si vous devez acheter la norme XY à laquelle vous faites référence dans le cahier des charges, il faut la payer. Et ce n'est pas très, très bon marché. Et donc là, il y a un truc un peu particulier aussi qui pose des questions, on va dire, de démocratie.
Ce qui est aussi particulier, c'est que les gens qui décident ces normes, souvent c'est des comités techniques qui ne sont pas toujours ouverts à, par exemple, la voix des citoyens ou des citoyennes ou à des considérations environnementales. C'est vraiment des spécialistes. On est sur des sujets tellement pointus qu'il y a à peu près que les industriels concernés qui sont capables de se mettre autour de la table pour décider de ça. Donc là, ça pose aussi en droit des questions un petit peu de représentativité démocratique. Je vais vous passer celui-là pour pas vous alourdir, mais je pense que la petite étiquette que vous voyez là, c'est un très bon résumé. En fait, quand on achète une palette d'un matériau donné, en fait, peut-être beaucoup plus que la matérialité physique du matériau que vous achetez la petite étiquette qui va attester la conformité du matériau qui vous est livré avec une description technique de ce matériau qui existe. On la devine. Ici, la déclaration des performances, par exemple, il y a un URL qui renvoie vers un site web qui est supposé donner toutes les caractéristiques de ce matériau. Et c'est ça qui va permettre d'assurer la qualité architecturale, parce qu'on va vérifier que l'architecte a demandé les bonnes exigences et que le matériau répond aux exigences demandées par l'architecte. Et s'il y a quelque chose qui foire, le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter la chaîne, il va dire qui a merdé? Est-ce que c'est l'architecte qui a prescrit le mauvais matériau? Est-ce que c'est l'entrepreneur qui a acheté un matériau qui n'était pas conforme à ce que l'architecte demandait ou qui l'a mis en œuvre d'une façon qui a altéré ses caractéristiques? Ou bien est-ce que c'est le fabricant qui a fourni un matériau qui n'était pas conforme aux exigences de l'architecte? Et aujourd'hui, en gros, tous les mécanismes de responsabilité en architecture sont construits sur cette espèce de triangle qui est médié par ce type de dispositif-là. Et vous imaginez bien qu'avec le réemploi, on n'a pas tout ça. Ça n'existe pas des matériaux de réemploi qui arrivent avec une petite étiquette, avec un QR code, avec une référence à une norme technique. C'est des choses qu'on peut faire quand on travaille à l'échelle d'une production industrielle où ça vaut la peine d'investir dans ces batteries de test parce qu'on produit un volume assez important de tels matériaux et toujours le même. Vous avez vu avec Rotor DC, et c'est vrai pour tous les autres revendeurs, on est sur des lots beaucoup plus petits qui ont en général des origines plus incertaines, qui se sont tous un petit peu individualisés. Le même revêtement de façade, en fait, en façade sud, il va s'être un peu décoloré parce qu'il prenait les UV plein pot, et celui en façade nord, il va avoir vieilli un peu différemment. Donc on est sur des choses beaucoup plus ad hoc, beaucoup plus spécifiques. Et ça, le contrôle qualité industriel, il n'est pas bien équipé pour gérer ça. Ce qui est bien équipé pour gérer ça, c'est les connaissances empiriques des gens qui travaillent. Mais aujourd'hui, dans le secteur de la construction, on a un petit peu du mal à faire confiance à ces connaissances-là. On a du mal à juste croire la parole d'un artisan ou d'une artisane qui va vous dire « Oui, mais j'ai testé vos briques, à l'oreille, elles sont bonnes, elles ne sont pas poreuses. » Ça existe, il y a des gens à l'oreille, ils savent dire ça, en cognant 2 briques, ils peuvent vous dire sa densité. Mais vous avez vu le type d'appareillage qu'on a besoin pour calculer le gel-dégel. Ça ne marche pas aujourd'hui de dire « Ah oui, mais ce pavé, il résiste au gel-dégel, parce que ça fait 50 hivers qu'il est là, il ne s'est pas cassé, il devrait être apte à l'usage. » Et donc là, il y a un gigantesque chantier en fait, qui concerne le secteur de la construction. C'est au fond quel type de relation de confiance on veut bâtir et avec quels acteurs. Est-ce qu'on veut donner une place à ces acteurs du réemploi ou est-ce qu'on continue à les exclure un peu de facto parce qu'on demande des exigences auxquelles ces acteurs-là sont tout simplement incapables de répondre aujourd'hui? Alors, dernier bout, je vous le promets, peut-être pour revenir sur un petit peu plus le travail des architectes, bien que ça puisse être intéressant que les architectes s'engagent aussi dans ces chantiers-là. Je pense qu'avoir des architectes autour de la table dans des comités de normalisation, ça ferait peut-être beaucoup de bien à ces normes, ça permettrait de les garder de manière plus ouverte, plus souple. Mais revenons-en un petit peu plus aussi à une autre échelle. Je voulais vous présenter pour terminer un petit projet, un des rares projets de conception qu'on fait. Alors vous allez voir, c'est ici de l'architecture temporaire, en fait, donc on joue un tout petit peu hors ligue. On a été invité par un festival d'art et de musique pour construire un pavillon. C'est un festival qui fait chaque année des commandes à différents bureaux. Vous voyez là nos prédécesseurs. Toujours très beau, très léché. Et donc nous, on était sollicités pour construire une sorte de pavillon qui couvrait une scène dans un ancien site industriel. Vous voyez le lieu où on devait intervenir, cette espèce de cuve. Il fallait la couvrir. Et donc nous, nos techniques de design, du fait de notre proximité avec Rotor DC, avec le fait qu'on est juste au-dessus d'un dépôt de matériaux, il y a tous les jours des matériaux qui rentrent, qui sortent, on va voir ce qui est disponible et on essaie de concevoir à partir de ça. Parfois ça marche, il y a des projets où ça peut fonctionner. Ici, ça ne marchait pas du tout. On arrivait à des solutions
presque absurde. J'ose à peine vous la présenter, mais cette espèce de mur en rack de palettes sur lequel on aurait suspendu une sorte de poutre en lamelé collé qu'on récupérait justement à ce moment-là. Un petit peu villa à Bordeaux. Là, on avait peut-être trop travaillé sur ce projet-là, avec un énorme contreventement derrière et une sorte de tulipe qui s'ouvrirait. Arup peut faire ça très très bien. Remcolas fait ça très très bien. Nous, on n'est pas équipés pour ça. On n'a pas les moyens, on n'a pas les agréments, on n'a pas les outils même pour le faire. Donc, on a dû changer de stratégie. On s'est dit, on ne va pas réinventer la roue. Il doit y avoir des gens qui se sont déjà posé la question comment couvrir efficacement une surface relativement grande avec pas trop de piquets, si possible, et qui soit léger, démontable. Ben, en fait, ça existe. C'est des tonnelles ou des chapiteaux qu'on utilise pour des fêtes ou des mariages, mais cela, on n'a pas osé non plus le présenter aux commanditaires parce que on avait du mal à concurrencer avec nos prédécesseurs et on sentait bien que ce n'était pas exactement ça qu'ils attendaient et que le festival méritait peut-être quelque chose d'un petit peu plus soigné, un petit peu plus sur mesure que cette solution-là. Mais on sentait qu'il y avait quand même une piste. Et donc, ça nous amenait assez vite sur une autre typologie de bâtiment, mais architecturalement et spatialement beaucoup plus intéressant, les serres horticoles, qui sont en fait souvent des petits miracles d'ingéniosité où on a des structures extrêmement légères qui permettent de couvrir des grandes portées et qui sont un peu des bâtiments en kit. Donc théoriquement, c'est facile à démonter, à remonter, on peut un peu recombiner ça. Et donc là, on retombe sur une démarche de conception qui est en fait une démarche quelque part de glaneur, où on doit trouver des opportunités. Et donc là, on se met au boulot. Et ça, en fait, on sait faire. Ça, c'est notre point fort. Aller voir les sites de petites annonces, passer des coups de fil chez des revendeurs, essayer d'activer des réseaux pour trouver des opportunités. Si vous avez déjà un petit peu travaillé avec du réemploi, vous connaissez ces tableaux Excel où vous rentrez tous les contacts. Et puis, souvent, 80% devient rouge parce que ce n'est pas une bonne piste. Mais de temps en temps, il y a une opportunité qui sort. Ici, on l'a trouvé. Notre opportunité, c'était une petite ferme en Normandie qui revendait 3 serres de son installation, très belle. Et donc on est parti, voilà, un week-end, démonter la structure. Vous voyez ce que je disais sur la compacité. En 3 racks, toute la structure de cette surface tient. C'est un petit miracle d'ingéniosité. Et puis le chargement, on amène ça là-bas. Alors le petit miracle d'ingéniosité, il a ses limites quand on n'a pas le manuel d'origine. Et le remontage, c'est évidemment toujours un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Mais on avait une équipe de volontaires qui nous aidait là et qui était très débrouillarde et qui nous a bien aidé à résoudre ce puzzle. Et donc voilà la serre qui est remontée dans son état quasi final. Alors je précise que la bâche n'est pas la bâche d'origine. Là, on a dû acheter une nouvelle bâche. Pourquoi? Parce qu'il y avait une contrainte réglementaire de résistance au feu. Et la bâche d'origine, évidemment, pour une serre, ce n'est pas très, très important. Ici, ça devient un lieu qui accueille du public, donc ça devient important. Donc là, on a dû acheter une bâche qui répondait à cette caractéristique-là. Vous voyez la situation en mode conférence et puis ici en mode grosse soirée. Ce qui est très intéressant, c'est que l'année d'après, le festival, ils ont décidé de garder la serre. Et le brief qui a été donné à nos comment est-ce qu'on dit, pas les prédécesseurs, mais ceux qui venaient après nous, c'était de garder la serre en l'état et de l'améliorer. Et donc il y a eu tout un travail justement sur un peu plus de couleurs. Ils ont aussi travaillé sur le sol. Vous voyez qu'il y avait, vous l'avez peut-être vu, cette espèce de courbe qui a occasionné des scènes assez drôles quand il y a, enfin, je vous laisse imaginer une foule qui est un peu bu, qui danse sur un sol qui n'est pas tout à fait plat. Ça fait des pogos intéressants. Mais peut-être pour résumer ce que ça évoque, parce que je pense que ce n'est pas un plaidoyer ou un manifeste, mais je pense que ça donne des ingrédients qui peuvent être résumés dans cette citation que j'ai trouvée du critique Pierre Chabard, qui va le dire beaucoup mieux que ce que je ne serais capable de le faire, mais qui parle un petit peu de toutes ces pratiques que j'ai présentées là, avec Zinneke, avec Horst, avec évidemment plein d'autres bureaux qui sont là-dedans, et qui montrent comment ces pratiques mobilisent les compétences conceptuelles, techniques et esthétiques de l'architecte pour produire, mais sans ajouter de nouveaux bâtiments, une architecture qui soit inclusive, inventive et composite, une architecture de l'agentivité, donc qui crée l'action, qui rend possible l'action plutôt que de la forme, de la maintenance, donc plutôt garder les choses dans la durée, en prendre soin, plutôt que de la performance, par opposition à des sets de critères performantiels, et de la durée plutôt que de l'espace. Et je vais conclure sur cette magnifique citation et vous remercier pour votre écoute.